Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, les 12 questions magiques. Il fallait bien que je trouve un nom à cet épisode. Il s'agit bien de 12 questions, est-ce qu'elles sont magiques? Ça, je vous laisserai le déterminer pour vous-même. Il s'agit de 12 questions qui proviennent d'un livre qui s'appelle 12 Elements of Great Managing, qui lui-même est la suite d'un premier bouquin, qui est certainement un des premiers bouquins de management que j'ai lu, début des années 2000, je pense, qui s'appelle First Break All the Rules. Alors, le bouquin s'appelle commence par briser toutes les règles, parce que il s'agit d'une recherche de l'Institut Gallup, G-A-2-L-U-P, qui cherchait à savoir comment développer la motivation et l'engagement des collaborateurs. Entre parenthèses, donc les résultats, puisque nous savons aujourd'hui que l'engagement des collaborateurs détermine en partie le résultat de l'entreprise. Et ce bouquin m'avait frappé, choqué, parce que dans First Break All the Rules, il s'agit en fait d'études empiriques, c'est-à-dire qu'on a posé la question à des gens, ce que faisaient des managers. Est-ce que le manager était perçu comme étant un bon manager ou pas, ce qu'il ou elle faisait, et puis ensuite, croisement avec les résultats de l'entreprise. Et donc, ce First Break All the Rules, c'était l'ensemble des éléments de management, d'équipe, de gestion d'équipe, qui faisaient que les managers étaient bons, et que du coup, les résultats de l'entreprise étaient bons aussi. Et donc, ils ont, dans un deuxième opus, donc 12 Elements of Great Managing, 12 questions ressortent, et ces 12 questions sont devenues les questions du Q12, du Q12 de Gallup, qui est aujourd'hui un outil reconnu de mesure de l'engagement des collaborateurs. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on peut en discuter, parce que je pense que pour une entreprise, même de taille moyenne, même 50 personnes, c'est un outil qui peut être intéressant pour mesurer, à intervalles réguliers, l'engagement des collaborateurs. Alors, il y a 12 questions, je vous les donne les 12. Première question, je sais ce que l'on attend de moi au travail. Deuxième question, j'ai le matériel et l'équipement dont j'ai besoin pour bien faire mon travail. Question 3, au travail, j'ai la possibilité de faire ce que je fais de mieux chaque jour. Question 4, au cours des 7 derniers jours, j'ai reçu de la reconnaissance ou des éloges pour avoir fait du bon travail. Question 5, mon supérieur direct, ou quelqu'un au travail semble s'intéresser à moi en tant que personne. Question 6, il y a quelqu'un au travail qui encourage mon développement. Question 7, au travail, mes opinions semblent compter. Question 8, la mission ou l'objectif de mon entreprise me donne l'impression que mon travail est important. Question 9, mes collègues de travail s'engagent à faire un travail de qualité. Question 10, j'ai un ami ou meilleur ami au travail. Question 11, au cours des 6 derniers mois, quelqu'un au travail m'a parlé de mes progrès. Question 12, au cours de la dernière année, j'ai eu des occasions d'apprendre et de m'épanouir au travail. Alors, vous voyez que je vous parle de questions, mais il n'y a aucun des énoncés qui sont des questions. C'est parce qu'en fait, ces 12 énoncés sont proposés comme questions, disons, comme mis dans un questionnaire, et les collaborateurs évaluent une réponse sur une échelle de Likert typique de 1 à 6 ou de 1 à 5. Et ensuite, on fait le moyen, et puis on regarde ce que ça donne. Vous voyez que sur les 12 questions, on a 2 questions, la première et la deuxième, qui sont au niveau des besoins de base de la personne, donc je sais ce qu'on attend de moi, et puis j'ai ce qu'il faut. Tout ce qui est question 3 à 6, on parle plutôt de la contribution individuelle, donc je peux faire ce que je sais faire, j'ai reçu de la reconnaissance, les gens s'intéressent à moi, mon développement est encouragé. Les questions 7 à 10 concernent le travail en équipe, donc mes opinions semblent compter, la mission, l'objectif de l'entreprise me font que mon travail est important, mes collègues de travail font du travail de qualité, et puis j'ai un meilleur ami au travail. Et puis les 2 dernières, c'est une question de croissance individuelle. Au cours des 6 derniers mois, quelqu'un m'a parlé de mes progrès, et au cours de la dernière année, j'ai des occasions d'apprendre et de m'épanouir au travail. Donc, vous voyez que
on utilise les besoins de base, la contribution individuelle, le travail en équipe, la croissance individuelle. Je dirais on est dans un grand standard de la gestion de collaborateurs et de l'engagement de collaborateurs. Alors, vous qui êtes habitué à ce podcast, vous voyez que il y a peut-être quelques éléments dont on pense qu'ils peuvent manquer, mais en fait qui sont présents indirectement. Par exemple, la culture d'entreprise ne semble être nulle part, mais en fait elle est partout. Puisque une culture d'entreprise positive, ouverte, etc., eh bien la question 7, au travail, mes opinions semblent compter, voilà, on aura un score qui sera élevé. La mission, l'objectif de l'entreprise me donne l'impression que mon travail est important, le score sera élevé aussi. Vous voyez que dans aucune des questions, finalement, on cible le manager. Alors oui, bien sûr, dans le sens, on le prend pour cible. Alors oui, la question 5, mon superviseur ou quelqu'un au travail semble s'intéresser à moi en tant que personne. Déjà, il y a le semble, et puis c'est de l'intérêt. Il ne s'agit pas de savoir si mon chef est un bon chef ou un mauvais chef, donc c'est comment moi je vois les choses, c'est pas tellement mon évaluation de mon supérieur. Donc il ne s'agit pas d'un test à 360 degrés qu'on pourrait le faire dans d'autres circonstances. Ce que je vous propose de faire, c'est de prendre les 12 et de voir en fait comment est-ce que chacun des 12 éléments, se justifie, et puis ce qu'il peut amener si on travaille dessus. Puisque Gallup a fait son travail, ils ont interrogé presque 3 millions de personnes, donc ils ont une certaine habitude de ce que ces questions, si elles sont travaillées, provoquent comme résultat intéressant. Alors, la question 1, je sais ce que l'on attend de moi au travail. Dans les personnes qui répondent, 50% des gens sont complètement d'accord avec cet énoncé. C'est, je ne vous le cache pas, le plus élevé des 12. Donc, apparemment, c'est, disons, ce par quoi les entreprises semblent commencer. C'est de dire ce qu'on attend de moi au travail. C'est logique, il y a une description de poste, il y a un contrat de travail, donc ça semble logique. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si on passe de 50% à 80%, donc si 80% des gens dans votre entreprise savent ce qu'on attend d'eux au travail, eh bien, vous pouvez gagner jusqu'à 10% de productivité. 10%. C'est pas 1%, c'est 10%. C'est énorme pour une entreprise, 10%. Donc, passer de 50% de complètement d'accord à 80% de complètement d'accord, vous avez plus 10% de productivité. Que font les bons managers par rapport à cette question? Je sais ce qu'on attend de moi au travail. Eh bien, ils aident à comprendre pourquoi c'est attendu. Ils ne disent pas juste ce qui est attendu, mais aussi pourquoi c'est attendu. Je sais ce que l'on attend de moi au travail. Deuxième question, donc à propos du matériel, de l'équipement dont les personnes ont besoin pour bien faire mon travail, et pas juste pour faire mon travail, entre nous soit dit. Là, on tombe à 33% de personnes complètement d'accord. Mais si vous arrivez à doubler ce résultat, c'est-à-dire passer de 33% à 66%, vous gagnez 11% de rentabilité. 11% de rentabilité en plus, ce qui est pas mal. Les bons managers, eux, que font-ils? Eh bien, ils posent la question pour savoir ce qui est nécessaire. On voit que le biais, là, ça pourrait être de dire, moi, j'ai utilisé cet outil, ou j'ai eu ce poste par le passé, et donc je sais très bien ce qui est nécessaire, je suis l'expert du domaine, donc je décide moi ce qui est nécessaire en termes de matériel, d'équipement, de conditions de travail pour mon équipe. Et c'est une erreur. Les bons managers vont demander ce qui est nécessaire pour s'adapter. Troisième question, au travail, j'ai la possibilité de faire ce que je fais de mieux chaque jour. À nouveau, un seul tiers de personnes complètement d'accord. Et si vous doublez ça, vous obtenez 11% de plus de rentabilité comme avant, mais aussi 30% de moins de turnover. Ce qui est énorme. Vous savez, avec le Great Resignation actuel, où on a des pans entiers d'industrie, de domaines, d'activités économiques, qui ont beaucoup de peine à trouver des gens. Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui qui me disait qu'il n'arrive pas à trouver une infirmière pour des soins à domicile. C'est très compliqué. Ben oui, les infirmières avec le Covid, le personnel infirmier a été mis sous pression. Il y a des gens qui ont démissionné, qui veulent faire autre chose, parce que c'est simplement trop fatigant, c'est trop compliqué. Et donc, avec cette question-là, ce turnover, vous pouvez le diminuer de 30%, puisque vous voyez, j'ai la possibilité de faire mieux ce que je fais chaque jour. J'ai la possibilité de faire ce que je fais de mieux tous les jours. Ça veut dire que la personne aura l'occasion de se réaliser, on dirait, au travail. Donc c'est un facteur important de performance. Et de bien-être au travail, bien sûr, puisque les deux sont liés. Alors, au cours des 7 derniers jours, j'ai reçu de la reconnaissance ou des éloges pour avoir fait du bon travail. Notez
qu'il ne s'agit pas d'éloge, de reconnaissance de la part du manager, mais aussi peut-être de personnes autour, voire même d'un collègue, d'un collaborateur, ou pourquoi pas de la direction. Là, on tombe à un quart de personnes complètement d'accord. Et là, si vous arrivez à faire passer ce taux de 25 à 60%, vous gagnez plus de 30% d'absentéisme en moins. Enfin, vous diminuez l'absentéisme de 31%. Vous voyez que la reconnaissance et l'éloge, dont on a vu que ce sont des facteurs de motivation, eh bien, simplement motivent les gens à travailler, à rester au travail, à ne pas se faire porter pâle alors qu'ils pourraient peut-être tout à fait travailler, mais par dépit, par dégoût, eh bien, personne ne reconnaît mon travail. Pourquoi est-ce que je ferai un effort? Je me sens pas hyper bien, mais donc du coup, je vais pas travailler. Le bon manager, que fait-il ou que fait-elle? Eh bien, elle explique pourquoi la performance est importante. Donc c'est pas juste un manager ou une manager qui exige une performance, mais aussi pourquoi elle est importante, quel est le sens de cette performance. Et puis évidemment, de reconnaître cette performance de la manière qui fait sens pour la personne. 5e question, mon superviseur, ma chef, ou quelqu'un au travail, semble s'intéresser à moi en tant que personne. Il s'agit là de prendre en compte la dimension de la personne, on en a parlé dans un épisode récent, je crois que c'était l'épisode 131, Coacher avec succès, où on disait que de développer l'ensemble de la personne, et pas juste la partie professionnelle, pouvait être un avantage pour une entreprise. Alors là, on est à 40% de personnes complètement d'accord, que c'est le cas, et si vous faites passer ce taux de 40% à 80%, ben là, vous gagnez 41% d'absentéisme. Pareil, semble s'intéresser à moi en tant que personne, c'est que je compte pour l'entreprise. J'ai un lien fort, social, émotionnel avec l'entreprise. Et donc, voilà, je vais peut-être aussi exprimer mon désaccord. Vous savez que l'absentéisme peut être aussi le résultat de conflits. Donc, si quelqu'un s'intéresse à moi, eh bien, je vais pouvoir lui parler, et il y aura aussi peut-être moins de conflits, moins de difficultés, et donc moins d'absentéisme. Les bons managers, que font-elles? Eh bien, elles respectent les personnes, bêtement. Elles les reconnaissent, elles sont franches avec elles reconnaissent les succès. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant dans ce chapitre respecter les personnes, faire des revues formelles. Donc c'est peut-être le grand retour en grâce des entretiens de fin d'année, ou pas, mais en tout cas, tous les mois, tous les 3 mois, s'occuper des personnes, faire des revues formelles, prendre du temps pour elles, c'est évidemment les respecter. 6e question, il y a quelqu'un au travail qui encourage mon développement. Quelqu'un au travail, de nouveau, c'est pas forcément le supérieur. Alors évidemment, c'est dans le cahier des charges du supérieur ou de la supérieure hiérarchique, mais pas forcément, ça peut être les RH, ça peut être un collègue. Là, on est à 30% de complètement d'accord, ce qui est quand même très très bas. Et si vous arrivez à doubler ça, eh bien vous gagnez 11% de rentabilité et vous faites baisser votre absentéisme de 28%. Que font les bons managers dans ce cas-là? Eh bien, ils coachent pour progresser. Encourager le développement ne veut pas dire promouvoir. Pas du tout. Il ne s'agit pas parce qu'il n'y a pas de promotion pour tout le monde, mais de développer les compétences techniques, les compétences émotionnelles, les compétences individuelles, l'organisation personnelle. Enfin, il y a suffisamment de compétences dont les gens ont besoin dans le monde professionnel pour pouvoir les développer. Au travail, mes opinions semblent compter. De nouveau, vous voyez que c'est au travail, ce n'est pas le chef écoute ce que je lui dis, c'est mes opinions semblent compter. Là, on tombe carrément à 25% de personnes complètement d'accord, ce qui est, je crois, le score le plus bas sur les 12. Et si vous faites passer ce taux de 25 à 50%, vous gagnez 10% en productivité à nouveau. Donc un gain absolument énorme. Que font les bons managers? Ils demandent des retours. Ils font la promotion active du dialogue. Ils savent écouter, ils savent poser des questions. Et donc, du coup, obtenir des opinions de la part des collaborateurs. C'est un grand classique maintenant, puisque voilà, le leadership ne se résume plus à faire de beaux discours, mais aussi à écouter, à beaucoup écouter. Et donc, cette question 7 reprend ce domaine de leadership. Question 8, la mission ou l'objectif de l'entreprise me donne l'impression que mon travail est important. 33% de complètement d'accord. Si vous alignez, si vous doublez ce 33% à 66%, eh bien, vous perdez 34% d'absentéisme. À nouveau, logique. Si je suis aligné, je vois que tous les jours ce que je fais a un impact positif sur l'entreprise, en tout cas ça me donne l'impression qu'il y a un impact positif, bien, de nouveau, je vais faire des efforts, je vais être plus dedans,
parce que je vois le lien de cause à effet entre mon effort et une espèce de satisfaction. Donc le bon manager ou la bonne manager, qu'est-ce qu'elle fait? Elle aligne la raison d'être et l'expérience des personnes. Donc la raison d'être dans l'entreprise, ou la vision, ou la mission, ou l'objectif de l'entreprise, c'est égal, disons le principe fédérateur de l'entreprise, il doit être aligné avec l'expérience des personnes. Il n'y a rien de pire qu'une vision ou une mission qui ne correspond pas à ce que vivent les collaborateurs tous les jours dans l'entreprise. Et donc le bon manager aligne cette raison d'être avec l'expérience des personnes de son équipe. Question 9. Mes collègues de travail s'engagent à faire un travail de qualité. Là, vous voyez qu'on passe du côté structure, engagement global par rapport à l'équipe. Et on sait pourquoi c'est important, puisque un phénomène qui s'appelle le social loafing, qui est l'idée de si je vois quelqu'un, entre guillemets, tiré au cul, je me permettrai de le faire. Alors que si je vois une équipe autour de moi qui est engagée, qui veut faire du travail de qualité, j'aurai beaucoup plus de chances, une plus grande probabilité aussi de m'engager. En parenthèse, c'est là où la culture d'entreprise revient indirectement, bien sûr. À nouveau, 33% seulement de personnes complètement d'accord, donc sur l'ensemble de leurs répondants. Si vous passez de 33 à 66%, là vous gagnez 12% en bénéfice. Donc bénéfice de l'entreprise, chiffre en fin d'année. Que font les bonnes managers? Elles établissent des standards clairs de qualité et les font respecter. Et c'est peut-être quelque chose qui ne vous surprend pas, mais la partie importante, c'est pas d'établir les standards, c'est de les faire respecter. Et là aussi, la culture d'entreprise revient indirectement, puisque si vous devez licencier quelqu'un qui travaille de manière négligée, mais qui obtient de bons résultats, c'est pas facile. Si vous devez licencier quelqu'un qui obtient de bons résultats, mais qui ne respecte pas le cadre de fonctionnement de l'équipe, qui est négligent par rapport aux collègues, voire même négatif par rapport aux collègues, c'est une décision difficile. Donc établir des standards clairs de qualité et les faire respecter. Question 10, j'ai un ami au travail, un meilleur ami au travail. Alors, il y a une corrélation avec les résultats, puisque si vous faites passer ça de 30% complètement d'accord à 60%, vous gagnez 10% en bénéfice. C'est la question la plus controversée sur les 12. J'ai un meilleur ami au travail, j'ai un ami au travail ou une amie au travail. Mais il s'agit en fait de développer des opportunités de connexion entre les personnes. Il ne s'agit pas forcément de faire des team building à 20 000 balles la journée, mais de proposer de temps en temps un apéro, un petit déjeuner, un repas en commun, simplement aussi des opportunités de connexion entre les personnes, entre les collègues. Favoriser, donner un petit budget, ils veulent organiser une sortie en karting, vous y allez pas, ça vous gonfle, ben voilà, mettez 100 francs, demandez un petit budget de 200 francs pour payer l'apéro, et puis voilà, ça suffit, c'est des opportunités de connexion dans l'équipe. 11e question, donc là on aborde les 2 dernières questions de développement. Au cours des 6 derniers mois, quelqu'un au travail m'a parlé de mes progrès. Alors, là, à nouveau, 33% de personnes complètement d'accord. Et si vous passez de 33% à 66%, vous gagnez 11%, à nouveau 11% de bénéfices. Ce qui, encore une fois, c'est du bénéfice net. Donc ça vaut la peine de s'attarder un petit peu à cette question. Que font les bons managers pour cette question? Eh bien, ils créent des opportunités de discussion ouverte sur la performance. Et vous voyez que c'est au cours des 6 derniers mois. Ça signifierait déjà que le rythme annuel des entretiens de fin d'année est pas suffisant. Et donc il faut discuter au moins 2 fois par année de performance, de progrès. Vous me direz, oui, mais si la personne ne fait pas de progrès, alors déjà, est-ce que vous êtes sûr qu'elle ne fait pas de progrès dans aucun domaine? Et si c'est le cas, eh bien, il faut parler du fait qu'il faut qu'elle en fasse des progrès. Et puis de comment est-ce que vous pouvez l'aider à en faire des progrès. Laisser quelqu'un bosser parce que voilà, il était là depuis longtemps, n'est pas nécessairement une bonne idée. Et enfin, question 12, au cours de la dernière année, j'ai eu des occasions d'apprendre et de m'épanouir au travail. 33% de personnes complètement d'accord. Si vous passez de 33 à 66%, vous gagnez 14% de productivité. Et les bons managers, bien évidemment, là, les bonnes managers, elles créent des opportunités d'apprendre, des opportunités de se développer, de croître. Donc, des challenges, des projets, des petits décalages dans les tâches, des délégations. La délégation est un excellent moyen de challenger et de faire apprendre quelque chose de nouveau à un collaborateur ou une collaboratrice. Donc, vous voyez que
on résume, je suis un manager, je suis une manager, donc, eh bien, je vous ai mis 3 éléments de culture, je dirais, de culture d'entreprise. Aligner la raison d'être et l'expérience des personnes, créer des opportunités de connexion, créer des opportunités de discussion du progrès, créer des opportunités d'apprendre, gestion de la performance, aider à comprendre pourquoi ce qui est attendu l'est, demander ce qui est nécessaire pour faire le job, comme on dit, expliquer pourquoi la performance est importante, établir des standards clairs de qualité et les faire respecter, et enfin, 4 éléments de gestion des personnes, considérer les personnes comme des personnes uniques, respecter les personnes, coacher les personnes pour progresser, demander des retours, promouvoir le dialogue. Ça fait 12 éléments, il y a 12 questions, c'est logique, regroupés en aspect culturel, aspect gestion de la performance, aspect gestion des personnes. Oui, je sais, ça fait beaucoup. Vous êtes chef d'équipe, vous êtes chef de département, vous dites, mais comment je vais faire ça? Il s'agit de prioriser par rapport à ce qui est important pour votre entreprise, pour vous, dans votre département, votre équipe. Encore une fois, je vous donne volontiers un coup de main pour faire cette priorisation-là, en fonction de qui vous êtes et ce dont vous avez besoin. Voilà, c'est la fin de cet épisode, il est un peu plus long que d'habitude, je suis désolé. J'espère que vous l'aurez écouté jusqu'au bout. Si oui, je vous en remercie. N'oubliez pas d'aller mettre une revue sur Apple Music, sur Google Podcast ou sur Spotify, puisque le podcast est disponible sur ces 3 plateformes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.